Merci Victor. Alors dans cette partie, nous allons nous intéresser aux interférences. En effet, dans le cadre du programme, on a étudié ces interférences en cours. Pour ça, que quand on a étudié le drone, on s'est posé la question si on pouvait avoir des interférences. Parce que les 4 moteurs du drone vont émettre des ondes sonores, puisqu'on peut entendre le drone. Donc, on s'est servi d'un drone télo qu'on peut contrôler avec le téléphone pour trouver la fréquence émise par le drone, même si c'est un bruit, même si le drone fait du bruit, on peut trouver des fréquences harmoniques ou une fréquence fondamentale. Comme avec le spectre du son qu'on a fait sur Audacity. Alors on peut regarder sur ce spectre qu'on a un pic à 563 Hz et on va prendre cette fréquence comme notre fréquence fondamentale. Donc bien sûr il y a d'autres harmoniques avec 2F, 3F, 4F, 5F, 6F jusqu'à 8F qui va être notre fréquence maximale qui est environ égale à 4578 Hz. Alors, petit aparté rapidement sur Audacity, puisque si on regarde, il nous donne un maximum. On va prendre uniquement les valeurs supérieures à moins 60, les valeurs supérieures à moins 60 décibels ne vont pas être prises en compte parce que ça va être des valeurs trop élevées et qu'on a une valeur négative au niveau des décibels parce que tout simplement Audacity va prendre en compte uniquement les valeurs positives que quand sa carte son va être saturée. Donc là, on remarque que la carte son n'est pas saturée, donc négatif. Alors maintenant, on va pouvoir passer vraiment à l'étude pure et dure de l'interférence grâce à un schéma ici. Donc on a représenté les 4 moteurs du drone, S1 qui est de la source 1, S pour source, 2, 3 et 4. Et on va placer un micro devant pour prendre le son. Et donc, alors ici on a O qui va être le milieu de S1, S2 et A, S3, S4. Donc maintenant, il faut savoir si les différentes sources, on trouve un déphasage. Parce qu'on a interférence s'il y a un déphasage. On peut avoir des ondes constructives ou destructives en fonction du déphasage. Donc on va se poser la question si S1 et S2 vont avoir un déphasage. Non, puisqu'ils sont à la même distance du point P. S3, S4, pareil, même distance du point P. Donc, il ne nous reste qu'une possibilité entre S1, S3, S2, S4. Pour nous faciliter la chose, nous allons tout simplement prendre S1 et S3 comme exemple. Maintenant, il faut trouver la différence de parcours que vont effectuer les ondes pour savoir quelle est la distance entre S1P et S3P. Pour cela, on va tout simplement se servir de la trigonométrie avec le cosinus de l'angle alpha 1, qui est l'angle en rouge, et alpha 2. Donc, on connaît le cosinus, c'est quoi? C'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc, le côté adjacent, c'est OP. OP, qui est la distance que l'on va nommer x, qui est égale à 20 cm. Donc, on a cos alpha 1 qui va être égal à OP x sur l'hypoténuse, qui est S1P, ce que l'on cherche. On va faire pareil avec l'angle alpha 2, qui est le petit angle en vert. Et là, ça va être pas OP, mais OP plus OA. OA qui est égal à D, puisqu'on est face à un carré. Chaque moteur est séparé de la même distance. Donc OA, c'est D, soit 9,5 cm. Donc on a cos alpha 2 qui est égal à AP sur S3P, ce qui revient à avoir un X plus D sur S3P. Et donc, on a juste à modifier les formules pour tomber sur S3P ou S1P égale. Je vais tout simplement vous montrer, ce sera beaucoup plus rapide, qui va nous donner cette formule. Il ne nous reste plus qu'à faire la différence. Donc S3P qui va être égal à X plus D divisé par cos alpha 1 et S1P qui va être X divisé par cos alpha 1. Ainsi, on peut connaître la différence de distance entre les deux. Donc maintenant, si on veut, on peut calculer les angles alpha. Alors, on ne peut pas le faire avec les cosinus, puisqu'il nous manque cette distance, les distances S1P et S3P. On va tout simplement se servir de distances qu'on connaît avec les tangentes.
Bon, après c'est du bonus, on n'en a pas vraiment besoin pour calculer les angles, pour calculer les interférences, mais ça peut toujours être pratique. Donc, hop. Donc on va se servir des tangentes. Tangente alpha qui va nous donner opposé sur adjacent. Donc opposé ici, OP sur adjacent. Je dis n'importe quoi, excusez-moi. S1O opposé sur adjacent OP. Donc là, on peut OS1, pardon, je vais y arriver. OS1 qui est la moitié du segment S1, S2, donc S1O D2 sur L. Même chose pour tout à l'heure. On prend pour alpha 2 D plus X. Et pour OP, X, on obtient ainsi deux angles. On trouve pour alpha 1 un angle de 13 degrés grâce à la fonction arctangente de la calculatrice et 9,1 degrés pour alpha 2. Donc maintenant on a les angles. On peut calculer la longueur d'onde émise par les moteurs. Donc on connaît une formule qui nous dit que C égale lambda sur T. On peut se servir de cette formule pour avoir une relation avec la fréquence, puisqu'on connaît notre fréquence principale. Donc C égale lambda fois F. Donc on cherche à isoler le lambda. Donc lambda va nous donner C sur F. On n'a plus qu'à remplacer. On connaît la vitesse du son dans l'air, 340 mètres par seconde, 340 sur notre fréquence de 563 Hz, et on trouve environ 0,600 mètres. Et donc, quand on compare avec notre distance D entre les différents moteurs, on se rend compte que notre longueur d'onde est beaucoup plus haute et 6 fois plus grande que cette distance, si on prend D égale 10 mètres. 10 cm, pardon, 10 cm. Donc, on n'observera pas vraiment de... Oui, je reprends mon schéma. On ne va pas observer vraiment d'interférence durant cette expérience, puisque la distance entre les moteurs sont très courte comparée à la cuve à onde. La cuve à onde, qui est une expérience qu'on nous a montrée en cours, en fait, on a des longueurs d'onde beaucoup plus petites que celles de cette expérience. On peut alors imaginer que si on reculait la place du micro comparé au drone, cela peut peut-être changer quelque chose, mais si on le fait, on va vite remarquer que on va obtenir, avec le même raisonnement que tout à l'heure avec les cosinus, on va obtenir tout simplement S3P moins S1P qui va nous donner tout simplement D sur cos alpha 1, puisque les deux angles vont tendre à être les mêmes. Donc on va estimer que les deux angles vont se superposer. Donc on aura tout simplement D sur cos alpha 1. Donc, or, X c'est la distance entre le haut et le micro. Et donc même si on recule, on remarque que c'est D qui va jouer un rôle et que X ne jouera pas de rôle. Donc la distance du micro ne fera pas varier les interférences. Donc pour le drone, la fréquence fondamentale ne va pas permettre d'avoir des interférences et la longueur d'onde étant trop grande. Du coup, on va plutôt s'intéresser aux harmoniques. Et donc je laisse la parole à Arthur qui va vous présenter les harmoniques grâce à un programme Python. Antoine a fait décoller son drone à la verticale et nous souhaitons désormais étudier sa position, sa vitesse et son accélération au cours de ce décollage. Pour ce faire, nous allons dans un premier temps utiliser le logiciel Tracker. Nous importons une vidéo du décollage du drone et nous pointons la position du drone au cours du temps. Nous pouvons ainsi tracer la courbe de l'évolution de la position du drone en fonction du temps. Nous nous concentrerons dans la suite des expériences uniquement sur la position, la vitesse et l'accélération verticale du drone.
Grâce au logiciel, nous traçons une courbe de tendance parabolique qui correspond plutôt bien à la position du drone entre les instants t égale 1,91 secondes et t égale 2,27 secondes. Toutefois, la courbe est très différente des positions réellement trouvées dans les premiers instants de vol du drone. Le logiciel nous permet également de calculer la vitesse du drone et de tracer son évolution au cours du temps. Nous trouvons ainsi la vitesse maximale qui est de 20,63 mètres par seconde à l'instant t égale 2,17 secondes. En nous référant à la courbe précédente, nous observons qu'à cet instant, le drone est à une altitude de 3,15 mètres. Enfin, nous pouvons calculer l'accélération du drone et tracer son évolution au cours du temps. Celle-ci varie énormément et prend des valeurs comprises entre moins 30 mètres par seconde carré et 140 mètres par seconde carré. Pourquoi? Eh bien, d'une part, l'accélération du drone n'est pas uniforme. En effet, une première petite poussée est suivie d'une seconde poussée, la phase principale, qui amène le drone à sa vitesse maximale de 140 mètres par seconde carré, à son accélération principale de 140 mètres par seconde carré, lui permettant ainsi de décoller. Toutefois, le drone est toujours soumis à la gravité, et entre les deux phases d'accélération, celui-ci n'est plus soumis qu'à la gravité, et donc tiré vers le bas, son accélération devient négative. De plus, le drone est très rapide, et la vitesse de capture des images de la vidéo ne l'est pas forcément. Ainsi, le drone est flou sur la plupart des images, et se fond même dans le décor sur les dernières images de la vidéo. Relever sa position exacte s'avère donc une tâche quasiment impossible. Nous avons donc décidé de mettre en place un second protocole afin d'évaluer la vitesse du drone, pour vérifier les valeurs que nous avions trouvées précédemment. Nous avons décidé d'utiliser l'effet Doppler et ses applications pour cela. Nous avons donc extrait l'audio, la piste audio de la vidéo précédente, et nous l'avons traité avec le logiciel Audacity. En réalisant une analyse des fréquences, nous trouvons que dans la toute première phase, la phase où les moteurs sont au ralenti et le drone encore au sol, la fréquence sonore produite par le drone est de 70 Hz avec des harmoniques à 140 et 210 Hz. Cela implique que les moteurs tournent à une vitesse de 70 tours par minute. En réalisant l'analyse de fréquence de la phase de poussée principale, nous trouvons une fréquence de 981 Hz. Pour utiliser l'effet Doppler, nous avons besoin d'une fréquence de référence qui correspond à la fréquence sonore produite par le drone quand les moteurs sont poussés au maximum, sans que le drone ne bouge. Nous avons donc bloqué le drone au sol, nous l'avons filmé, nous avons récupéré l'audio et analysé ces fréquences. Nous trouvons une fréquence de 1046 Hz. Nous pouvons ensuite calculer le décalage Doppler, qui est la différence entre la fréquence reçue quand le drone est en mouvement et la fréquence qu'il émet. Cette différence est de moins 65 Hz. Le décalage est de moins 65 Hz. Ce décalage est négatif, ce qui implique que le drone s'éloigne du récepteur, comme nous pouvons le voir sur la vidéo. La formule de l'effet Doppler dans ces cas-là est donc FR est égal à FE sur C sur E fois C. Ok, je recommence. La formule de l'effet Doppler dans ces cas-là est donc FR est égal à FE fois C sur C plus V. Avec FR et FE, les fréquences respectivement reçues et émises, C la célérité du son, qu'on supposera ici de 340 mètres par seconde, et V la vitesse de déplacement du drone. Avec un petit peu de gymnastique mathématique, nous pouvons facilement retrouver la formule de la vitesse, qui est V est égal à C facteur de FE sur FR moins 1. En remplaçant par les valeurs que nous avons trouvées, nous trouvons une vitesse égale à 22,5 mètres par seconde. Cette valeur est différente de celle que nous avions trouvée précédemment, et cela s'explique de différentes manières. Les audios utilisés proviennent de vidéos filmées avec des téléphones, et non pas d'audio enregistrés avec des micros. L'analyse de leur fréquence est difficile et ne reflète pas forcément la réalité exacte. Toutefois, les deux valeurs sont très proches. Enfin, certaines interférences peuvent venir modifier le son perçu. Les interférences sont d'ailleurs le sujet de la troisième partie présentée par Geoffrey, à qui je laisse la parole.
Dans cette troisième et dernière sous-partie, nous allons étudier donc des interférences sur les harmoniques du son produit par les 4 rotors du drone. Pour ce faire, nous allons utiliser un programme Python. Donc le script dont nous avions besoin, nous l'avons trouvé à la page 381 de notre manuel de physique-chimie Hachette, à l'exercice 22. Cet exercice nous propose un programme qui permet de tracer deux courbes. Ces deux courbes, ce sont deux signaux sinusoïdaux de même amplitude avec un déphasage que l'on peut régler avec un curseur. On peut y rajouter une troisième courbe. Cette courbe, c'est la somme ou la superposition de ces deux signaux. Il y a alors trois situations possibles. Si nous avons choisi un déphasage égal à pi, alors la résultante sera minimale. Les ondes sont dites en opposition de phase et les interférences sont alors destructives. Une deuxième possibilité, nous avons choisi un déphasage de 0 de 2pi. Dans ces cas-là, la résultante est maximale et les interférences sont dites constructives. La dernière possibilité, on a choisi un déphasage qui ne correspond pas à ces valeurs particulières, donc on obtient une résultante quelconque en fonction du déphasage. L'étude que nous menons porte sur 6 fréquences présentes dans le son que nous étudions. Pour ces 6 fréquences, nous allons calculer le déphasage. Donc le déphasage, c'est égal à 2pi fois la différence de marche divisée par lambda. Lambda, c'est la longueur d'onde. La longueur d'onde, on l'a calculée à partir de la fréquence. Pour la différence de marche, nous nous sommes rendus compte que lorsqu'on éloigne le micro du drone, la différence de marche tend très vite vers 10,1 cm. Nous avons donc choisi cette valeur. Une fois que nous avions calculé le déphasage pour chacune des fréquences, nous avons exécuté le script Python avec, en positionnant le curseur de façon à obtenir le bon déphasage. Nous avons donc obtenu 6 courbes, enfin 6 séries de courbes qui nous permettent d'interpréter l'atténuation ou non de l'harmonique, du fondamental ou des 5 harmoniques. Pour le fondamental, nous avons vu dans les parties précédentes que la longueur d'onde étant 6 fois plus grande que la différence de marche, le fondamental n'est pas atténué, ou très peu. Pour les harmoniques 2, 4 et 5, on observe déjà une atténuation plus importante. Mais le plus intéressant, c'est l'harmonique numéro 3. L'harmonique numéro 3 a une différence de chemin, enfin une longueur d'onde à peu près égale à la moitié de la différence de chemin. Dans ces cas-là, on sait qu'on obtient des interférences destructives et on observe sur la courbe que la résultante est minimale. Donc, l'harmonique numéro 3 est atténuée et on peut effectivement en conclure qu'il y a des interférences visibles autour du drone puisque l'harmonique numéro 3 est atténuée. Pour conclure cette présentation et ce projet, nous tenions à préciser que ce travail était très difficile à mener puisque nous ne sommes pas dans les mêmes classes de spécialité, c'est-à-dire que nous n'avons pas les mêmes professeurs de physique-chimie, donc nous ne pouvons pas aborder ensemble les points fondamentaux de notre projet. Nous avons dû abandonner notre projet initial à cause des conditions sanitaires actuelles. Nous avions prévu d'étudier le vol d'un drone sous-marin. Mais dans ce projet, nous avons tout de même réussi à comprendre comment voler un drone. Nous avons aussi compris que grâce à l'effet Doppler, nous pouvions estimer la vitesse d'un drone rien qu'à l'enregistrement sonore. Et enfin, nous avions prouvé qu'il y avait des interférences parce que le troisième harmonique était atténué. Ces interférences, elles n'influencent pas le vol, mais c'est la porte ouverte pour la suite de notre projet, parce que nous voulons nous demander si ces interférences perturbent le gyroscope, donc l'orientation et la stabilité de notre drone pendant le vol.